could be many, but standing in our way. Some will help relieve the burden. You feel your body through the lanes, none more. Another soft touch, another lie. Get me close and high. Bienvenue à toutes et à tous pour cette 9e édition des universités de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Vous êtes venus nombreux, on est plus de 200 et on est très heureux de vous accueillir en Normandie pour cette édition 2023. Nous sommes ravis d'être accueillis par la ville de Sotteville-lès-Rouen dans ces très beaux locaux. Les universités, elles ont été co-organisées par l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, par le club INE, donc qui est le club normand de l'économie de fonctionnalité et de coopération, et par Athemis, le laboratoire d'intervention et de recherche. Et nous avons le soutien de l'ADEME et de la ville de Sotteville-lès-Rouen que nous remercions parce que c'est grâce à ces partenariats que ces universités peuvent avoir le jour. Et nous remercions aussi tous les organisateurs bénévoles qui ont passé beaucoup de temps ces derniers mois pour organiser ces universités. En tant que club INE, nous remercions aussi nos partenaires historiques, donc la métropole Rouen-Normandie et la région Normandie, qui nous aident à faire fonctionner le club. Sans plus attendre, pour l'ouverture officielle, j'appelle Madame la maire de Sotteville-lès-Rouen, l'USPAM. Merci beaucoup aux uns et aux autres. Écoutez, au nom de toute l'équipe municipale, je suis ravie de vous accueillir ici à Sotteville-lès-Rouen pour ces universités de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération et qui s'étaient tenues l'an dernier à Saint-Étienne. Alors, vraiment, sentez-vous ici chez vous parce que nous avons grand plaisir à vous y accueillir. Cela beaucoup de sens pour nous, puisque Sotteville-lès-Rouen est aussi le berceau des premières coopératives, des premières mutuelles, des premières associations, bref, des formes nouvelles de rapports sociaux dès le 19e siècle, puisque notre commune s'est beaucoup construite autour du chemin de fer, et que le chemin de fer, s'il apportait une technologie absolument moderne, il apportait aussi une philosophie dans les rapports sociaux. Alors, ces universités, vous l'avez indiqué, elles sont co-organisées par l'Institut européen de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération, le club INE, l'initiative normande pour de nouveaux modèles économiques. Et évidemment, je salue particulièrement la présence des deux présidents qui sont à la manœuvre et je les remercie. Je remercie aussi le laboratoire Athemis, qui est à l'origine du concept qui porte en France depuis près de 20 ans l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, et le soutien de l'État et de l'ADEME qui ont été cités, mais tant pis si c'est un petit peu redondant, mais les partenariats, nous en sommes absolument heureux. Et puis la métropole Rouen-Normandie, dont l'intérêt pour ces sujets se développe évidemment d'année en année. Vous êtes 200 participants aujourd'hui et demain, des entrepreneurs engagés dans cette économie de rupture, des économistes, des universitaires, des représentants de collectivités publiques, et des clubs régionaux, de l'EFC en France, et puis vous êtes aussi composé de délégations étrangères, ce qui prouve à la fois le rayonnement, bien sûr, de l'événement, mais aussi le fait qu'on ait envie de partager des visions différentes de l'économie et que cela dépasse le cadre des frontières. C'est de bon augure, j'en suis persuadée. Je tiens aussi à remercier Laurent Fussien, qui est notre conseiller municipal délégué à l'économie, qui est l'artisan, le coordonnateur de l'ensemble de ces universités, ici à Sotteville-lès-Rouen, parce que évidemment, il a fait preuve de beaucoup d'implication pour mener à bien ce travail. Et également, s'il est réussi, ça ne peut être que parce qu'il y a une dimension collective
collective à laquelle vous participez amplement. Parce que le montage d'une rencontre comme celle-ci, ça représente évidemment un certain nombre de paramètres, d'engagement, d'efforts, etc. Mais c'est absolument nécessaire pour nous encourager les uns et les autres dans ces transitions qui sont fondamentales et que nous partageons bien entendu. Avec l'équipe municipale, encore une fois, ravie de vous accueillir tous. Ces transformations qui sont nécessaires pour notre modèle économique vont nous aider à soutenir cette transition environnementale et sociale à laquelle nous croyons et dans laquelle nous nous inscrivons. Alors, l'économie de la fonctionnalité fait bouger à la fois les modèles économiques, les modèles des entreprises, tout en cherchant à réduire l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Les entreprises sont au cœur des transitions et la question du travail est au cœur des problématiques de notre société. On le dit toujours, on marche sur deux pieds, c'est la question de l'emploi et du logement, par exemple, structure bien au-delà des situations personnelles, mais crée un modèle collectif, social, interdépendant, qui est encore une fois fondamental. Et puis, ça nous permet sûrement, le travail que vous menez, de redonner du sens à la question du travail. C'est vraiment tous ces buts-là et ces objectifs que nous fixons à travers ce type d'université et de rencontres. Alors, bon, à Sotteville, nous menons depuis longtemps des actions en faveur de la transition. Nous sommes aussi convaincus que les yaka faucons sont très réducteurs et que beaucoup de choses se mettent en place dans le temps par la persévérance, par l'opiniâtreté, par la détermination, et puis par la recherche plutôt collective que, évidemment, je dirais l'enlisement quand on est chacun dans son couloir. Donc la volonté des uns et des autres, du secteur public comme du secteur privé, c'est le bon levier, c'est le bon niveau. C'est encore une fois au cœur des entreprises que se produisent les transformations. Ici, la transformation économique se conjugue au présent. La zone d'activité avec le club des entreprises du bord de Seine et le parc Bertel porte des projets concernant l'énergie, concernant les mobilités. Et ce sont des moteurs de changement profond auxquels nous sommes très attachés et de changement durable. La transition des modèles des entreprises, nous l'observons et nous souhaitons bien évidemment et l'accompagner et l'accentuer. Juste une petite évocation sur un projet que nous portons en commun avec la ville de Rouen, le projet Territoire zéro chômeur de longue durée. Nous sommes convaincus que le travail évidemment est un droit, et que personne n'est inemployable. Cette expérimentation, elle est en cours et nous sommes au rendez-vous à la fois de la solidarité et des innovations. Je ne vais pas développer plus parce que je sais que ça fait partie des thèmes d'atelier au cœur duquel vous allez travailler, je crois, demain matin. Mais je souhaitais l'évoquer parce que ça fait partie de notre philosophie, encore une fois, je suis persuadée que nous partageons. Alors, le programme de ces 2 jours est très riche, conférences, tables rondes, ateliers pour aborder la question de ces transitions économiques, avec des grands témoins, afin de partager les expériences en croisant les regards, en échangeant sur des questions liées aux différents métiers et enjeux des participants, dirigeants, managers, élus, agents de collectivité, consultants, porteurs de projets. Vraiment, il y a une richesse dans la diversité de la composition de ces universités. Évidemment, c'est très modestement à notre échelle que nous sommes fiers à Sotteville de contribuer à ce travail et de transformation de l'économie. Et nous sommes heureux d'accueillir ce temps de réflexion parce que ça nous permet de nous interroger sur comment produire, comment travailler, comment consommer autrement, de manière plus vertueuse, durable, solidaire. Et donc, de ce fait, en toute logique, je vous souhaite à tous de très bonnes universités, très belles universités. Et encore une fois, je vous remercie pour votre contribution et le temps, l'implication, l'énergie que vous consacrez
à ces buts qui sont à la fois louables et porteurs à la fois de progrès pour notre société, mais qui ouvrent des portes sur l'avenir, là où nous sommes, et qui vont permettre sûrement, et qui permettent déjà de changer des modèles peut-être tout à fait contre-productifs et inintéressants à la fois pour la préservation de notre planète. Non, au contraire, ces transitions, elles se travaillent grâce à vos efforts et à vos réflexions. Donc un grand merci encore à tous et belles universités. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous remercier, Madame la maire, pour nous accueillir dans cette lumineuse salle des fêtes, que je trouve très belle. Un bâtiment dont chacun peut apprécier l'architecture singulière, que pour ma part, je trouve vraiment magnifique. Et c'est sans oublier l'histoire sociale attachée à cette ville, dont vous avez expliqué quelques éléments. Je voudrais également remercier Laurent Fussien, donc élu... Laurent, comme lui, je suis élu local et il est DGS, j'étais DGS, donc on a une parité, on se sent comme des pairs, on sent qu'on partage des choses en commun. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'à travers la présence comme ça des élus et des DGS, en réalité, les gens que je voudrais remercier, c'est tous les gens qui ont installé la salle, donc les agents... Les territoriaux, on aime beaucoup les agents communaux, les agents des territoires. Et donc, vous savez qu'il y a des gens qui ont installé les chaises, qui ont nettoyé la salle, qui ont préparé la salle. Et vraiment, vous pouvez leur dire que c'est quelque chose que, personnellement, je suis très sensible à ça. Et je peux dire que, voilà, il faut leur dire que c'est très, très bien et très agréable. Je veux remercier, c'est l'époque des remerciements, hein, le Club Inné. Alors, je ne peux pas citer tout le monde, hein, bien sûr, mais quand même, j'ai une pensée amicale pour Isabelle Bouler, pour son énergie et son engagement dans le club, les universités. Voilà. Et l'Institut. Donc, je n'ai pas prévu, hein, vraiment, Isabelle, je suis désolé si... Puis pour finir, il faut dire quand même que remercier l'ADEME pour son soutien permanent, le soutien permanent à l'écosystème de l'EFC et aux universités. Donc on voit bien qu'une administration aussi vient contribuer à ce grand mouvement qu'on essaye ou ces trajectoires qu'on essaye d'emprunter. Alors, on pourrait parler de la conjoncture. Moi, je viens du Pas-de-Calais, vous voyez, il y a les inondations, mais mis à part qu'on constate encore la nécessité de transformer les choses, je préfère partager avec vous la manière dont je comprends le thème de cette année des universités. Donc le thème, c'est transition économique et projet de société. Moi, dans cette proposition, je trouve qu'il y a une invitation à penser l'horizon politique dans notre démarche de transition. Ce que je comprends, c'est que la transition économique ou la transition écologique, c'est une question politique. Alors, ce n'est pas une question politicienne, ce n'est pas une question partisane, c'est une question politique où les sujets sont quels projets, quels acteurs, quelles alliances, comment on y va, et qu'est-ce qui se joue dans toutes ces questions d'une dimension collective et politique qui, aujourd'hui, nous interpelle. Et tout de suite, la première idée qui monte, ou la première question qui vient, c'est celle de la coopération. On voit bien que dans tous les acteurs et les projets, cette idée de la coopération est centrale. Et dans la coopération, c'est comment je tiens compte dans mon travail des contraintes de l'autre, des contraintes des collègues, des contraintes... alors moi, je suis élu, donc des agents, mais des agents, des élus, ou même des bénéficiaires d'un service. Comment on tient compte de ces contraintes dans son travail? C'est au cœur de la coopération. Et alors ça ouvre une perspective exigeante. Donc c'est à la fois exigeant et réjouissant. Donc c'est exigeant parce que là, pour le coup, rien n'est simple. Tout ce que tout le monde peut témoigner de la coopération, c'est pas simple. C'est compliqué, c'est difficile, ça peut même être douloureux. Et en même temps, c'est réjouissant parce que quand on arrive à faire vivre la coopération, eh bien, on y trouve du plaisir, de la reconnaissance. Je dirais, on prend presque le risque d'être heureux dans son travail. Donc, il y a quand même une dimension assez puissante de cette question de la coopération. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous sur la thématique de ces universités. Je ne vais pas faire très long, donc je voudrais vous remercier encore une fois, toutes et tous, pour votre présence nombreuse. C'est-à-dire que nous sommes plus de 200.
Alors ça fait du volume, alors c'est bizarre parce qu'on a une critique du volume et en même temps on est extrêmement content de voir que ça intéresse autant de monde. Et en tout cas ça nous encourage beaucoup à poursuivre notre engagement, à faire vivre cette belle idée qu'est l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à la municipalité de nous accueillir et tout le travail qu'il y a derrière de cet accueil qui était extrêmement précis, avec aussi, et je le soulignais tout à l'heure, des agents qui nous ont toujours apporté des solutions face aux mille et un petits problèmes que l'on pouvait rencontrer. Donc merci beaucoup. Et puis bien sûr, je remercie tous ceux qui ont participé à l'organisation de cela. À vrai dire, pour le Club Inné, c'était une aventure parce que, d'abord, nous sommes très heureux de vous accueillir en terre normande et même en terre d'EFC en Normandie, pour le dire dans notre jargon, et d'accueillir ces 9e éditions des universités. C'était vraiment une aventure pour notre club, on est une petite structure, d'arriver à organiser cet événement et énormément de personnes y ont contribué et ça nous met vraiment dans une situation très enthousiasmante. Et puis, c'est le fruit, ce travail, c'est le fruit d'une aventure collective, d'une dynamique autour de l'EFC qui a débuté il y a à peu près 15 ans par tout un travail de R&D, de création du référentiel, de l'EFC, les premiers parcours des dirigeants, la création des clubs et de l'Institut, les projets territoriaux, notamment maintenant avec le projet cooptères qui sont dans le prolongement d'un dispositif autour des villes pairs, etc., etc. Donc il y a énormément de choses. Je voudrais insister sur le fait que, bien sûr, après toutes ces années, nous nous retrouvons aujourd'hui, après ces 15 ans d'aventure, dans un contexte singulier, où, vous savez bien, je ne vais pas insister là-dessus, où la nécessité des pas de côté, en essayant de faire évoluer les modèles économiques pour mieux répondre à des nombreux défis et dans une perspective de transition, paraissent de plus en plus nécessaire, voire urgent. Et au regard de ces éléments de contexte, avec les personnes avec qui on a travaillé ce petit propos, j'insisterai sur 3 points uniquement. Le premier point, c'est que nous constatons, et je pense que vous le constatez aussi, il y a de très très nombreux acteurs qui cherchent effectivement à faire autrement, que cela soit au niveau des acteurs économiques, des porteurs de projets ou des collectivités territoriales. Et ainsi, on voit apparaître de très très nombreuses propositions de nouveaux modèles économiques qui fleurissent tout autour de nous, qui sont plus ou moins sérieux ou sérieuses, qui parfois sont présentés comme des recettes et voire même ne permettent pas toujours de se décaler avec le modèle dominant sur lequel nous essayons de travailler. Les dirigeants sont ainsi très sollicités et cherchent comment trouver des réponses. D'une certaine manière, cela nous convoque sur la place que nous occupons dans ce foisonnement de modèles et nous interpelle sur la clarté de notre positionnement en tant que collectif et d'écosystème EFC. Le deuxième point de contexte que je voudrais évoquer avec vous, c'est que nous le savons, faire les pas de côté, ce n'est pas qu'une question technique ou technologique, même si parfois il peut y avoir des bouts de réponse dans des approches technologiques, et ce n'est bien entendu pas qu'une question de volonté. Cela suppose de faire évoluer, dans notre jargon, les formes de pensée et de conscience, notamment au regard des questions économiques. Et c'est bien à ce travail que nous attaquons les uns les autres avec le référentiel de l'EFC et avec les actions respectives. Cela ne concerne pas que les acteurs économiques et porteurs de projets. Cela suppose aussi de faire évoluer la demande, et en particulier celle de monsieur tout le monde, des gens, leur mode de consommation qui s'est cristallisé autour des années 50. Et ici, ce qu'il faut faire bouger, en réalité, c'est nous-mêmes. C'est vous, c'est particulièrement moi, je dois l'avouer, et c'est un vrai défi. Cet enjeu est d'ordre culturel et sociétal. Il nous convoque en tant que communauté EFC, et c'est un des éléments qu'il me semble important, sur lequel il nous faut encore progresser. Et c'est d'abord partir de soi avant de faire la leçon aux autres, ce que nous nommons travail de réflexivité. Nous avons déjà plusieurs expériences qui seront illustrées, notamment dans les témoignages lors des ateliers de ces 2 jours. Et le dernier point sur lequel je voudrais insister, une lecture un peu rapide d'éléments de conjoncture,
renvoie à cette course de vitesse et à cette endurance face à ce réel auquel nous confrontent tous les dérèglements qui s'amplifient. Et oui, il nous faut aller vite, toucher plus de monde, embarquer plus d'acteurs, mais pas n'importe comment. Notre boussole ici, notre ancrage, repose, de mon point de vue, sur 3 points principaux. Le premier, c'est le référentiel, qui fait notre force et notre pertinence, que nous continuons d'enrichir comme un élément central à partir des expériences du réel que les uns et les autres mènent ici dans cette salle, et aussi d'autres qui ne sont pas avec nous. Le deuxième point d'ancrage, c'est le fait de faire. Nous sommes des gens qui essayons de faire les choses, de nous attaquer très concrètement au réel, à la complexité du réel, et d'accompagner les pas de côté, les trajectoires, en prenant appui sur le déjà là, mais aussi sur les possibles et sur les failles. Nous sommes dans l'action. Et le troisième point de notre boussole, c'est notre collectif et la qualité de notre coopération. Et là, comme le disait Thibaut, coopérer, c'est à la fois exigeant et réjouissant. Une coopération autour de l'Institut, avec les clubs, les structures régionales qui portent l'UFC, ancrée sur les territoires, avec des accompagnateurs, des dirigeantes et des dirigeants, des porteurs de projets et avec le soutien de nos financeurs. Nous avons avec l'Institut, avec l'ensemble des clubs qui ont participé au montage de ces universités, je l'en remercie très vivement, monté ces universités autour de la thématique, comme le rappelait Thibaut, transition économique et projet. Alors dans le titre, il y a un S entre parenthèses, projet de société. En proposant des tables rondes, il y en aura 2, mais surtout énormément de temps d'échange à travers l'ensemble des ateliers. Je ne doute pas que chacune et chacun trouvera ici de quoi nourrir ses réflexions, engagements et actions. Et je vous souhaite de très belles universités. Merci Madame la maire, merci Messieurs les présidents. Je vous propose de poursuivre, de commencer ces universités avec la première table ronde autour des expériences du bien vivre alimentaire, quels enseignements utiles pour d'autres dynamiques territoriales. Et donc j'invite sur scène Simon Bridonneau de Triticum à Rouen, Timothée Huc, les Jardins de la Voie Romaine dans le Loiret, Pierre Wolf de la ferme urbaine du Trichon à Roubaix. Vous voyez, on a plusieurs régions représentées et notre animateur de choc, Thierry Debuc d'Athémis. Bien, bonjour à toutes et tous. On a le plaisir d'ouvrir le bal de ces travaux, de cette nouvelle édition des universités de l'EFC. Les différents présidents ont rappelé le thème central de cette université autour d'une proposition qui consiste à développer les coopérations pour articuler les enjeux de transition et l'ambition de faire société. Je voudrais juste démarrer en rappelant que cette question de la coopération, elle se joue à différentes échelles, à la fois à l'échelle des entreprises, à l'intérieur des entreprises, entre collègues, avec les managers, avec les directions. Et puis elle se joue aussi à l'échelle des territoires, entre structures, avec les associations, avec les collectivités locales. Et c'est plutôt sur ce deuxième volet qu'on vous propose de nous mettre au travail dans cette première table ronde, avec une ambition qui est d'essayer d'identifier à travers quelques exemples. Donc on va partager 3 exemples, 3 expériences. Donc à travers ces 3 exemples, d'identifier des points de repère, des jalons utiles au développement de dynamiques territoriales telles qu'on essaye de les porter en s'appuyant sur le référentiel de l'EFC. Alors on a décidé de zoomer, de centrer sur une entrée par le bien vivre alimentaire. On reviendra longuement sur ce qu'on entend par bien vivre alimentaire et y compris pourquoi on fait cette distinction entre alimentation et bien vivre alimentaire. Pourquoi ce choix ? En grande partie parce que tous dans cette salle, on est tous concernés de près ou de loin, et de près tous les jours en tout cas, par les questions d'alimentation. Il y a un certain nombre de projets portés qui s'appuient sur le référentiel de l'EFC qui
qui rentre par cette question de l'alimentation et qui débouche sur les questions de bien vivre alimentaire. Donc, profitons de ces expériences pour essayer d'identifier des points de repère utiles à l'ensemble de ces dynamiques. Alors pour ça, j'ai 3 partenaires de jeu aujourd'hui. Pierre Wolf, qui est donc chef de projet de la ferme urbaine du Trichon. Ils vont tous les 3 nous présenter un peu plus en détail leur projet tout à l'heure. Timothée Huc, qui est le directeur des Jardins de la Voie Romaine, donc qui nous vient du Loiret. J'ai dit pour Pierre Roubaix, le Loiret pour Timothée. Et puis le local de l'étape, Simon Bridonneau, qui est le président de Triticum. Donc il nous racontera tout de suite après ce qu'est Triticum. Donc tu veux que je raconte... Oui, alors en 5 minutes, Pierre, hein, c'est court, mais c'est juste pour donner un aperçu de oui, mais peut-être même c'est quoi le moins, projet, quoi. Un peu moins de 5 minutes. Donc mon titre, c'est chef de projet, donc c'est un projet. Donc vous voyez, si on regarde la ferme aujourd'hui, vous voyez on est dans une ville, Roubaix, qui est très très dense. Le quartier où se situe ce projet fait 0,8 km² et là-dessus vivent 11 000 personnes. Donc c'est effectivement très dense et c'est une ville, Roubaix, qui est marquée par l'industrie et la désindustrialisation. Et sur la parcelle que vous voyez là, en fait, on était dans une politique publique qui s'appelle la ville renouvelée, c'est-à-dire qu'on prend une parcelle avec une usine qui est désaffectée, qui est en vacances depuis très longtemps, on la détruit et on essaie de refabriquer de la ville dessus. Et refabriquer de la ville jusqu'à notre idée là, enfin la proposition qu'on fait, c'est refaire des logements. Sauf que cette politique publique ne fonctionne pas parce que disons, je dirais pour 2 raisons principales. Alors la première, dans l'ordre d'importance, c'est que le long de la rue à droite, ici, voilà, si je fais ça, ici, il y a un mur dont la modénature, c'est-à-dire la façon dont il est construit et qui fait en même temps décor, les camarades architectes de la rue, de la salle comprendront, est remarquable. Et donc l'architecte des bâtiments de France a dit à la société d'économie mixte qui était en charge de ce projet, non, vous n'allez pas détruire ce mur sans bonne raison. Et une bonne raison, c'est un projet qui en intègre une partie. Et aucun promoteur, dans la logique du modèle dominant industriel financiarisé, hein, dans la façon dont on fabrique du logement aujourd'hui, n'a dit oui, on est d'accord pour intégrer ce mur qui sous-entend de prendre en compte des contraintes. Le mur, il fait 5 mètres de haut. Donc si je construis un immeuble, 5 mètres de haut, c'est à peu près les 3 premiers étages. Donc c'est cher de construire quelque chose par rapport à déployer des choses pré-construites, pré-imaginées, enfin industrialisées, l'adapter pour garder un mur en briques dont il faut imaginer les soutènements, etc., c'est cher. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle la parcelle qui est là ne se transforme pas en logement. Et la deuxième, c'est qu'on pourrait dire que Roubaix n'est pas très, excusez-moi cet anglicisme, bankable. C'est-à-dire qu'à 900 mètres de là, il y a à Croix, il y a un espace où on a détruit une usine sur un espace beaucoup plus grand et où on a construit quelque chose qui s'appelle la Maillerie, avec beaucoup de logements, mais l'image de Croix, c'est que c'est beaucoup plus fréquentable que Roubaix, qui a l'image d'un quartier avec beaucoup de gens d'origine immigrée, beaucoup de pauvreté, beaucoup de délinquance, etc. Donc l'un dans l'autre, voilà. Et nous, associations et coopératives qui avons monté un certain nombre de projets dans ce quartier-là, à un moment donné, on dit, sur cette parcelle-là, on voudrait fabriquer d'abord un jardin partagé et après une ferme urbaine. Et donc, la question qui se pose pour nous à ce moment-là, c'est comment on fait une ferme urbaine dans un quartier, sur un sol qui a été pendant près de 200 ans artificialisé, qui était une usine. Donc, comment on fait à partir d'un sol mort pour reconstituer un sol sain et fertile? Et puis, quand il a été pollué, parce que c'est le cas, parce qu'il y a des délais dans la... Alors, j'ai dit que je ferais moins de 5 minutes, mais il va falloir que tu me regardes. Oui, je termine. C'est-à-dire que la SEM a détruit l'usine, et puis
en attendant que des promoteurs viennent s'en saisir pour refaire du logement, il y a eu du temps. Et ce temps, c'est 10 ans. Donc 10 ans où cette parcelle, elle est vacante. Et il y a des gens qui sont repoussés d'un peu partout, des Roms qui viennent s'installer là au bout d'un moment, et puis qui, pour gagner leur vie, pour survivre, récupèrent des câbles, récupèrent des voitures, des os, etc. Et cette parcelle qui, en théorie, alors on n'avait pas fait de test pour voir si on pouvait faire de l'agriculture urbaine, mais en théorie, elle était compatible avec une activité de construction de logement. En fait, cette activité de désosser, cramer, etc., pour revendre les métaux et gagner un peu sa vie, génère de la pollution. Donc à partir de là, nous, on va saisir la puissance publique, la SEM, puis la métropole européenne de Lille, pour dire, est-ce qu'on peut construire ensemble, puisque votre politique publique a échoué, on ne dit pas que c'est pas bien, on ne dit pas que vous êtes responsable, mais enfin on est devant un fait, est-ce qu'on peut imaginer ensemble, à cet endroit-là, dans cette ville très dense, qui, comme l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais, comme beaucoup de zones concernés par la désindustrialisation, voient ses habitants victimes, en tout cas frappés par des maladies chroniques, diabète, obésité, etc. Est-ce qu'on peut imaginer de faire une ferme urbaine, reconstituer un sol avec toutes les aménités qu'on peut imaginer autour, pour changer la façon dont on s'alimente et concrètement, parce que ça peut être une incantation de dire manger, bouger, manger mieux, tout ça, on a tous ces pubs-là. Dans les réalités, ça ne fonctionne pas beaucoup, donc comment nous, concrètement, on peut imaginer un modèle qui nous permette de nous attaquer à cette solution-là, qui n'est pas du tout la solution que le modèle dominant promeut. Merci, Pierre. C'était nécessaire. Simon ? Bonjour à tous. Moi aussi, j'ai mes photos, je vais me lever aussi. Oui, donc l'association Triticum est fondée en 2019 par des citoyens qui souhaitent interagir sur les questions agricoles et alimentaires sur leur territoire au travers des semences. Alors les semences, ça peut paraître un peu technique, il y a peut-être des agronomes dans la salle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est tous mangeurs et a priori peu compétents sur les questions agricoles. L'enjeu est donc de créer une maison des semences qui va s'appeler Triticum, qui veut dire blé en latin, et qui va travailler en priorité sur la question des céréales. Parce que les céréales, comme vous savez, il faut des grands champs, des grosses machines, et il faut être un expert pour pouvoir les cultiver. Alors qu'au regard de l'histoire, les gens, en fait, jusqu'au XXe siècle, ont cultivé bien souvent leurs propres céréales pour manger. Et puis, finalement, toutes ces questions sont intéressantes pour des citoyens qui veulent comprendre la nature de l'alimentation et comment l'agriculture pourrait évoluer. Ça donne lieu donc à une association d'intérêt général qui va regrouper des citoyens et des professionnels, donc des citoyens non professionnels et des citoyens professionnels, pour travailler sur des questions de conservation de semences. Donc on va créer une banque qui aujourd'hui réunit plus de 200 variétés sur le territoire normand. On va les cultiver, donc chaque année elles vont être remises en terre, non pas mises dans des frigos comme souvent le font les grandes banques internationales. Et puis on va les suivre, les étudier, les choisir, les sélectionner, et on va recomprendre en fait le travail ancestral de l'agriculteur, du paysan, qui a toujours été de cultiver des plantes et de choisir certaines pour les ressemer. C'est ce qu'on n'observe plus du tout aujourd'hui sur nos territoires. Nos territoires sont sous perfusion semencière. Et aujourd'hui, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que le marché de la semence est occupé par de très grosses sociétés, de très grosses multinationales, qui sont notamment 5 géants qui gèrent à peu près les 3/4 de la question semencière dans le monde. Ça vous donne un peu des chiffres vertigineux qui, de notre point de vue, impliquent que les citoyens s'emparent de ces questions. D'autant plus que ces semences, j'y reviendrai tout à l'heure, ne sont pas libres de droit, bien sûr, alors que celles que nous conservons sont un bien commun, un commun même. Ça passe ensuite, j'ai 2 photos pour vous expliquer que nous menons 3 grands axes d'action. Le premier, c'est le fait de faire de la recherche autour des plantes, donc de ce que je vous ai expliqué, les cultiver, les observer. On a un chef de projet ingénieur agronome qui travaille sur ce thème. Le deuxième axe, ça va être de travailler sur le partage de connaissances, de savoir, de savoir et de savoir-faire pour les agriculteurs, mais aussi les boulangers, parce que toutes ces semences, ces plantes différentes appellent, c'est assez technique, mais elles appellent en fait un renouveau un peu des savoirs et savoir-faire, étant donné que les plantes qui nous nourrissent actuellement, pour 99% de nos aliments, sont issues de la logique industrielle. Elles ont été sélectionnées
pour un objectif industriel. Elles ont été donc choisies en fonction de la mécanisation, en fonction d'additifs chimiques, en fonction de process de production, qui aujourd'hui sont questionnés au regard de l'impact négatif que toute cette façon de faire a, et puis aussi au regard du besoin énergétique qu'implique notre alimentation. Ça aurait mérité de développer, mais je vais devoir aller très vite, tout ça est technique, je suis désolé, mais en tout cas, notre chaîne alimentaire de la semence jusqu'au caddie nécessite du pétrole, du gaz, du charbon, à peu près à tous les niveaux, de manière colossale. Et aujourd'hui, on a du mal quand même à comprendre comment le système alimentaire industriel va nous proposer une manière d'être plus économe. Donc, d'où l'intérêt de créer un projet citoyen et collectif pour essayer d'avancer. Donc le deuxième axe, c'est travailler sur les savoirs et les partages de savoir-faire. Et le troisième axe, à l'image de ce plan qui représente la ferme pédagogique des Bruyères, ici à Sotteville, qui est un site sur un parc naturel urbain qui détient une ferme pédagogique de 2 hectares qui est co-animée par le Champ des Possibles. Salut Fred. Et l'association Triticum, donc 2 associations qui vont utiliser cet endroit pour sensibiliser les gens à ces questions dites complexes et en même temps qui nous concernent directement. Face à des problématiques de transition énergétique, de changement climatique, de transition économique et sociale. Comment est-ce qu'on va pouvoir réussir à garantir une alimentation pour tous? Comment est-ce qu'on va réussir à garantir un approvisionnement? Ce sont des questions qui sont hautement stratégiques. On sait aussi historiquement que le jour où l'alimentation manque, dès le lendemain, les problèmes arrivent. Merci beaucoup, Simon. Timothée? Voilà, bonjour à tous. Moi, je suis Timothée Huc et je suis directeur d'une association qui s'appelle Les Jardins de la Voie Romaine. Et comme mes 2 collègues, on s'est mis au cœur des problématiques d'alimentation sur le territoire et d'agriculture. Et puis, on essaye de bricoler quelques solutions. Les Jardins de la Voie Romaine, c'est 4 lieux. Donc, vous voyez le Loiret ou pas? Vous voyez où c'est? Oui. Bon, vous prenez Paris, vous faites 100 km pile au sud. Il y a la campagne, la race campagne, et on est là, voilà, au milieu. Il n'y a pas grand-chose, mais il n'y a pas beaucoup. C'est pas très urbain. C'est des grandes plaines balayées par les vents dominants, sur lesquelles on a 2 fermes où on produit des légumes bio. Alors on fait partie du réseau Cocagne, et donc on est des jardins d'insertion. Et puis on a 2 autres fermes qui sont dans le un peu plus au sud, sur la forêt d'Orléans et le long des canaux. Et voilà. Et donc ce qu'on fait, nous, on développe un maillage de tiers-lieux agricoles à vocation sociale. C'est ça un peu la vision de l'association. Alors, ce qu'on propose, nous, c'est un peu une évolution de notre modèle initial, qui est le jardin de Cocagne, avec un travail qui associe un travail de production agricole à un travail social, d'insertion professionnelle de personnes qui étaient en rupture ou en difficulté, en vulnérabilité dans leur parcours. Et à un moment, on en a eu marre de juste réparer les gens qui avaient été broyés par un certain système, parce que dans notre campagne rase du Loiret, il n'y a pas que les vents qui sont dominants, il y a aussi un système agricole qui est bien industrialisé et qui a vidé les campagnes. Et en fait, la campagne est organisée pour manier des volumes de production agricole qui ensuite partent vers l'industrie, quoi. Donc les villages se sont vidés, les lieux de sociabilité ont disparu et les lieux du faire ensemble, je dirais, enfin, les enjeux de démocratie, de capacité de porter un projet politique ensemble ont été vraiment abîmés par toutes ces années, avec des gens qui croient plus en grand-chose et qui nourrissent souvent des colères et des positionnements assez radicaux. Donc comment on fait, nous, là au milieu, pour porter un projet écologique social, de démocratie sociétale? Donc c'est un peu compliqué. Et on en avait marre aussi d'être juste dans la réparation des problématiques d'exclusion sur le territoire. On voulait peut-être faire changer structurellement les choses. Et on a démarré à partir de 2019 un nouveau projet associatif élargi de ce maillage de ces tiers-lieux agricoles à vocation sociale, en disant on va adosser à notre production agricole des espaces où on pourra prendre en charge de manière commune tous ces enjeux. Voilà. Et on se rend compte dans les problèmes alimentaires, c'est qu'au fait, on peut pas. Nous, on est maraîcher bio, donc on a une petite partie de la chaîne, mais en fait, on peut pas juste changer la manière de produire. On doit aussi changer la manière de commercialiser, parce que si on reste dans une chaîne de valeur qui appuie sur le producteur qui est le plus fragile dans la chaîne de valeur, il n'arrive jamais à s'en sortir. Et les chiffres sont dramatiques au niveau de l'agriculture là-dessus.
Donc il faut changer la manière dont on commercialise, donc il faut changer la logistique derrière, et puis il faut s'adresser à des gens qui doivent changer leurs pratiques alimentaires, etc., etc. Donc on a décidé d'élargir l'activité. Donc en amont, on a pris aussi l'enjeu des semences, comme vous. On a créé un jardin de production de semences paysannes pour retravailler ces enjeux de la biodiversité cultivée. Et en aval, dans nos tiers-lieux, on a créé des espaces où on cuisine, où les gens viennent manger. Et surtout des lieux de sociabilité. On est capable de réfléchir, de penser ensemble, d'accueillir l'initiative citoyenne autour de ces enjeux-là. Donc aujourd'hui, l'association, c'est 4 lieux qui sont 4 fermes, qui ont aussi des lieux de patrimoine qui sont intéressants. On a eu cette opportunité de reprendre un ancien manoir du 19e. On a une roseraie qui est site d'excellence sur la route de la Rose avec des bâtiments autour qui attirent aussi beaucoup de monde. On a une auberge sur les bords du canal d'Orléans. Vous avez quelques petites photos que vous voyez là, c'est pas exhaustif. Et au fait, ces lieux de patrimoine attirent du monde sur la question touristique. Et c'est une manière pour nous aussi d'attirer les gens et de travailler ces enjeux autour de l'alimentation, et c'est une pierre en plus. Donc l'association, elle a aujourd'hui une centaine de salariés. On est 23 permanents, et puis il y a un peu plus d'entre 75 et 80 salariés en parcours d'insertion, qui restent un peu plus d'1 an en moyenne chez nous. Et on a un engagement citoyen avec 700-800 membres qui sont des gens du territoire, qui adhèrent à l'association et qui participent à toutes ces activités. Ok, merci beaucoup à tous les 3. Deux questions un peu en ping-pong entre nous avant d'ouvrir aussi le dialogue avec la salle. Première question que je vous adresse à tous les 3, vous êtes libres de la saisir au bon dans l'ordre que vous voulez. Si je dis que vos projets sont construits dans une perspective de bien vivre alimentaire et pas uniquement d'alimentation, est-ce que ça vous convient comme définition, et si c'est le cas, ce dont je fais l'hypothèse, pourquoi est-ce que ça vous parle, le fait de qualifier vos projets de bien vivre alimentaire? Moi, je peux juste réagir parce que j'en ai déjà parlé un petit peu, mais c'est que il y a des systèmes dans lesquels on ne peut pas bouger un curseur, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il faut penser les choses de manière globale pour pouvoir les transformer, quoi. Donc nous, en partant de la question agricole, c'est le constat qu'on a fait. Et le bien vivre alimentaire, c'est une manière on sait que l'alimentation, c'est la moitié de l'alimentation, c'est un acte culturel, c'est un acte social, c'est un acte de rencontre. On sait qu'une ferme, c'est pas juste un lieu où on produit des légumes, des céréales, des choses comme ça. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où on accueille, c'est un lieu de sociabilité où il s'y passe plein de choses, au fait. Et donc il y a toute une dimension culturelle autour de ces lieux-là. Et quand on change une chose, il faut changer tout. Donc le bien vivre alimentaire, pour nous, c'est au fait d'imposer au fait l'approche systémique d'emblée, qu'au fait on doit prendre tous les enjeux à la fois et les travailler en même temps avec différents acteurs. Voilà. Nous, la parcelle, elle fait 6300 mètres carrés, et donc ce qu'il va y avoir comme surface agricole utile sera inférieur à ça, donc on ne va pas produire énormément. Mais par contre, effectivement, une ferme, ça produit beaucoup de choses autres que la nourriture, et en particulier quand on parle de reconstituer un sol fertile, pour nous, ce qui nous a beaucoup intéressé et inspiré, c'est la question de, au final, si on y réfléchit, dans la production de notre alimentation, on dépend de toutes petites bêtes qu'il y a dans le sol, qui s'appellent des colamboles, par exemple, ou des choses comme ça, en gros, du reste du vivant, dont on s'est peu à peu dépris, au moins dans cette partie du monde. Alors, faire transition ou rediriger notre modèle de développement autrement, ça passe sûrement aussi par considérer nos rapports avec le reste du vivant autrement. Et considérer que ces rapports-là peuvent avoir une valeur pour eux-mêmes. Pas seulement utilitaire, tiens, je tire 100 quintaux de blé à l'hectare, mais voilà, en faisant ça, je mets en œuvre des rapports avec le vivant. Alors, pas 100, si je veux respecter le reste du vivant, mais... Et donc, pour nous, il y a cette dimension-là. C'est-à-dire, c'est bien sûr s'alimenter, mais c'est aussi avoir conscience de ce que ça veut dire que s'alimenter, des liens d'interdépendance que ça représente. Et c'est aussi, donc nous, on ne va pas produire, on va être en lien. On fait aussi partie du réseau Cocagne, le collectif des paysans urbains du Trichon. Mais on n'est pas un lieu de production, on réfléchit, puisqu'on est un projet, à devenir ou pas
un atelier chantier d'insertion ou plutôt à faire appel à d'autres, aux jardins de cocagne qui nous entourent pour proposer de l'alimentation un peu plus que ce qu'on va produire là. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est toute la dimension culturelle qu'il y a autour de l'alimentation. C'est-à-dire que proposer des paniers bio pas chers, ça ne suffit pas. Si autour, il n'y a pas une dimension de convivialité, une dimension de plaisir, une dimension de lien social, ça ne fonctionne pas. Et donc, en cela, effectivement, ce n'est pas seulement la question de l'alimentation, c'est bien la question du bien vivre alimentaire. Et puis je terminerai peut-être par dire que l'alimentation, enfin au sens large, c'est 33% des émissions de gaz à effet de serre, hein, si on tout ça. Donc si on arrive à faire collectivement bouger ça, et ça signifie quand même beaucoup de choses dans notre régime alimentaire, ça veut dire changer pas mal de choses. Et c'est pas seulement devenir végétarien, hein, mais c'est d'où vient ce que je mange, etc. Quoi, dans quelle quantité je le mange, etc. Et ben ça ne peut être agréable que dans une dimension collective. Et donc c'est en cela qu'on est dans le régime du bien vivre plutôt que de l'alimentation. Merci. Simon? Moi, je porterai la parole de nos agriculteurs qui, comme peut-être vous le savez, sont pas vraiment aujourd'hui dans une dynamique de bien vivre. On est aujourd'hui, nous, notre association, avec 300 adhérents, on est en présence d'agriculteurs bio avec lesquels on travaille en Normandie, à peu près 40. Même en Normandie, en fait, des agriculteurs gagnent moins de 1 000 euros par mois, alors qu'ils vont gérer 50 à 100 hectares dans des systèmes type GAEC collectif, donc quand même avec un certain nombre de choses qui devraient fonctionner. Je crois que le prix de l'alimentation va fortement augmenter dans les années à venir. Il a commencé en fait à augmenter pour des mauvaises raisons et je forme le vœu qu'il augmente pour des bonnes raisons. Ça sera compliqué, mais ça sera une bonne nouvelle en fait, parce que on ne peut pas dans une société humaine qui a en premier de ses besoins un besoin alimentaire, je dirais se distancier à ce point de l'agriculture et puis ensuite laisser des gens dans une telle souffrance. Donc on sait tous ici que c'est un jeu compliqué de forces qui s'affrontent et d'un modèle qui a fait ses preuves à une époque mais aujourd'hui qui commence à être dépassé. Ce qu'on espère nous dans l'association, c'est en effet rappeler que les citoyens peuvent se sentir compétents sur ces questions en participant à des activités agricoles qui peuvent être de loisirs en fait, c'est-à-dire en dehors du travail, qui pourraient aussi venir jouer un rôle dans le bol alimentaire de la semaine. On peut imaginer travailler 80% du temps dans son travail et puis passer une journée sur un projet agricole associatif où vraiment on va chercher à comprendre, où vraiment on va chercher à coproduire. Et puis finalement la question de collectif apparaît comme la seule manière d'aller vers du bien vivre autour de l'alimentation, parce que forcément ce sont des sujets complexes qui vont de la semence jusqu'à l'achat, avec un certain nombre de choses qu'il va falloir essayer de questionner et de faire bouger. Je veux bien rebondir sur, comme tu dis, la question de la reconnaissance du travail des agriculteurs, parce que nous, c'est pour ça qu'on a vraiment utilisé un peu cette notion de tiers-lieu, quoi, qui peut être, enfin, on la prend comme on veut, mais en fait, il fallait des espaces où ça se construise. Voilà. Et ce qu'on ressent sur le territoire, c'est qu'au fait, il y a une demande, en fait, il y a une solitude qui est omniprésente. Il y a la question de la reconnaissance financière, qui est une réalité économique, mais il y a la question de la reconnaissance du travail, quoi, de ce qu'on fait, quoi. Et on s'est rendu compte avec, donc nous, ce qu'on a fait sur chacun des lieux qu'on a, c'est qu'il y a une boutique de producteurs. Voilà, donc il y a une quarantaine de producteurs et sur ces lieux-là, donc il y a un café associatif et puis une boutique avec les producteurs partenaires bio à 95% et situé à moins de 100 km. On s'est donné ces règles-là. Et en fait, les gens qui viennent pour acheter, donc on leur présente les produits et donc les salariés sont les porte-parole un peu des agriculteurs et ponctuellement ces agriculteurs viennent aussi sur place, rencontrent les gens. Donc dans cette communauté d'adhérents, donc on vend pas nous à des clients mais à des adhérents, les gens sont adhérents à l'association et donc on tisse ce lien progressif entre les agriculteurs. Alors c'est étonnant parce qu'on s'est rendu compte que au début on s'est dit on va les aider à travers le maillage à développer une logistique circuit court pour les alléger au niveau
du transport, parce qu'ils passent beaucoup de temps à commercialiser leurs produits. Et en fait, quand on a parlé avec eux, ils nous ont dit non, en fait, ça les intéressait pas, en fait. Parce qu'au fait, des fois, ils faisaient à Perth, ils faisaient 50 km pour aller faire un marché. Sauf que ce marché, c'est là où ils rencontraient des gens sympas et qui les nourrissaient. Ils étaient heureux de le faire, même si économiquement, c'était pas rentable. Donc la question économique, elle est toujours à croiser et traiter avec la question de la reconnaissance réelle du travail. Et il faut des lieux où on le crée. Et ce délitement de la relation entre celui qui mange et celui qui produit, elle s'est fait dans notre ruralité, mais elle s'est fait un peu partout, quoi. Donc il y a besoin de reconstruire ça. Ce qui me frappe là dans ce que tu viens de dire, Timothée, et puis aussi à travers vos deux autres témoignages, c'est la manière dont les choses se construisent. Parce que là on fait une espèce de photo qui donne l'impression que tout est pensé, que tout se met en place comme ça, boum, ça vient s'inclure dans le paysage d'un coup. Peut-être on peut dire aussi un mot de la manière dont ça se construit sous un format de trajectoire. Ça veut dire, est-ce que tous les trois, quand vous avez monté le projet, vous aviez une idée précise de c'est quoi la fin de l'histoire, et si c'est pas le cas, ce dont on peut faire l'hypothèse, comment vous faites, quoi? Comment vous faites pour construire la succession d'étapes? Voilà, tu viens d'en donner une à travers la réaction des exploitants agricoles à une proposition. C'est un élément, mais est-ce que ça se pense d'une certaine manière? Est-ce que ça s'organise aussi d'une certaine manière, cette construction des étapes les unes après les autres? Il y a deux choses. Je pense que la première chose qui est sûre, c'est qu'on a de très grandes idées et après on bricole, quoi. Ça, c'est le principe. Ensuite, la seconde chose sur laquelle on est convaincu, nous, en tant qu'association, c'est qu'il faut qu'on prenne tous les problèmes, qu'on les mette au même endroit et après qu'on se débrouille avec, quoi. Mais il y a un truc d'arriver à prendre l'ensemble des choses. Donc nous, on a pris la question de l'exclusion sociale, la question de la transition agricole, la question de la transition alimentaire. On fait de l'apiculture bio, là, donc en fait, on prend la question des pollinisateurs, la question des semences. Il y a de quoi déprimer, hein, si on regarde tout ça ensemble. Ben, on se les met juste ensemble et on met un peu de chaleur humaine autour et puis après, on bricole tout ça et en fait, il y a des choses qui émergent. Parce qu'on a décidé de prendre tous les problèmes au même endroit, quoi. Je pense que ça, pour nous, c'était fondamental. Ensuite, c'est itératif, c'est-à-dire qu'en fait, on a avancé un pion, on s'est trompé, on revient. Donc, il y a une organisation du travail qui doit accompagner ce développement de ces coopérations sur le territoire pour pouvoir prendre en charge ces difficultés quotidiennes, quoi. C'est que et ça se fonde, en fait, c'est à plein de. On a des problèmes d'organisation logistique, on a des problèmes d'organisation de gouvernance, d'engagement et tout ça. Puis après, on a des problèmes du quotidien, qui est par exemple celle de la fatigue au travail, celle de l'épuisement des équipes, celle des logiques de fuite en avant, parce que l'angoisse écologique, elle est quand même un peu lourde, quoi. Et si on s'y soumet à cette angoisse écologique, en fait, on peut avoir une réaction qui peut être compulsive, de fuite en avant, d'activisme, en se disant on va bosser comme des fous. Et au fait, on s'épuise aussi dans ce truc-là. Donc tout ça, seul, au fait, on n'y arrive pas. Donc comment on arrive à prendre en charge? Nous, je pense que notre force, c'est parce qu'on a un travail social d'insertion professionnelle qui est là au quotidien. Donc en fait, on est ramené à une réalité complexe de gens qui sont en rupture avec le gars qui arrive bourré le matin, avec la personne qui a une problématique familiale lourde qu'il faut gérer. Donc en fait, ça nous ramène sur une réalité humaine complexe. Et on a une méthodologie dans l'association depuis toujours, c'est qu'au fait, chaque problème est géré en groupe, collectivement. Personne seul face à une problématique sociale. Et finalement, cette méthodologie sociale qu'on a pour l'insertion professionnelle, on l'a appliquée un peu à l'ensemble des choses, et ce qui nous permet de porter collectivement. Il y a un petit... Non, ben voilà. Ce qui était certain, c'est qu'en s'emparant d'une question agricole et alimentaire, si vous voulez qu'un territoire redevienne fertile, il va falloir qu'il soit en présence de ses propres semences. Aujourd'hui, les territoires sont pas du tout autonomes en semences. Les semences, comme tous les produits qui servent à l'agriculture, puis comme tous les produits alimentaires, font énormément de kilomètres. La question alimentaire, dans son ensemble, en fait, vient nous expliquer, nous rappeler pourquoi on a une obsession pour construire des autoroutes en France, pourquoi on est en train de créer un océan de plastique autour de nous. C'est la question alimentaire, en fait, la fraîcheur, la qualité, le juste à temps, l'abondance alimentaire, toutes ces notions, en fait,
sont là et créent des problèmes. En lançant le projet, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il allait falloir jouer sur la question alimentaire et forcément avoir un résultat, quoi. Quand vous semez une graine, a priori ça va pousser tout seul, mais il y a quand même un rôle de jardinier, il y a quand même un rôle d'agriculteur, et ensuite il faut que ça soit transformé en pain. Il y avait un objectif évidemment d'avoir des adhérents qui allaient produire un très bon pain, aussi pour montrer par les actes qu'il y avait une différence en fait, en utilisant des semences non issues de la biogénétique, avec un patrimoine génétique riche, travaillé en bio, on allait avoir un produit alimentaire tout à fait remarquable. Ça pouvait paraître évident, mais tant qu'on n'avait pas réussi à le faire, on était quand même en train de chercher quelque chose et de vouloir démontrer quelque chose. Cette étape, on a pu la franchir assez rapidement. Et c'est vrai qu'ensuite, maintenant, c'est plus les questions de déploiement et de mise à l'échelle sur une région comme la Normandie qui posent des questions. Parce que là, pour le coup, vous êtes en face d'un système agricole industriel qui fait 3 milliards de chiffres d'affaires en Normandie. Et donc, qui a démontré aussi qu'il était efficace selon ses règles et valeurs. Hein. Donc, ça, c'est pour nous maintenant des sujets qui sont importants, c'est de réussir à faire que ces aliments soient disponibles pour plus de personnes, et puis qu'ils soient créateurs de valeur, malgré tout, pour ceux qui travaillent différemment, quoi. Et ça pose quand même des grosses questions dans notre société. Pourquoi est-ce qu'un agriculteur qui ne pollue pas l'eau, ne pollue pas le sol et ne pollue pas l'air n'a pas des avantages fiscaux, par exemple, par rapport à ceux qui font des choses qui ont un impact négatif de cette ampleur? Parce qu'on parle quand même d'une très grosse ampleur, hein. En France, on dépense 1,5 milliard par an pour nettoyer l'eau. Et aux 3/4, cette eau est polluée par nos activités agricoles. Donc on voit quand même qu'on est sur des sujets de fond qui sont un peu massifs. À propos de est-ce qu'on avait un plan clair en partant, évidemment, pareil, la réponse est plutôt non. Nous, on était un groupe de gens qui ont monté une coopérative et qui a fait les premières choses et qui se dit, on est sur la transition. Donc, comment on peut faire des choses concrètes là où on est, dans un quartier politique de la ville de Roubaix, qui est quasiment un quartier politique de la ville, sauf quelques endroits où on payait encore l'impôt sur la fortune, mais ça a été supprimé, comme vous savez. Et donc, à un moment donné, ça devait devenir du logement, cet espace, et ça ne le devient pas. Et donc, nous, on dit, tiens, si on faisait... Il y avait un jardin partagé qui avait commencé, tiens, si on faisait une ferme urbaine. Ça nous intéresse pour plein de trucs. Arrive en cours de route, c'est vrai, des lectures, notamment celle de Baptiste Morisot, et de tous ces gens qui pensent le rapport au vivant, qui nous intéressent et qui disent, mais y compris dans des zones extrêmement urbaines, extrêmement denses comme nous, la question du rat. C'est vrai que quand on habite le Vercors et qu'on peut aller écouter les loups qui crient le soir, c'est pas mal comme reconnexion au vivant. Mais nous, on n'a pas ça. Donc, est-ce que ça peut être des colomboles? Est-ce que ça peut être des carabes? Est-ce que ça peut être des choses à partir desquelles on peut s'émerveiller et reprendre conscience que les conditions de notre survie, c'est un ensemble d'êtres vivants sur Terre qui nous permettent à nous de vivre. Et ça nous semblait intéressant de le faire là. Après, on a beaucoup de questions et on se dit... nous aussi, on est pris dans une logique de volume. C'est-à-dire, est-ce que ça a le moindre sens de cultiver, de reconstituer 6300 mètres carrés de terre? Alors là, on a dealé avec la métropole européenne de Lille un marché de recherche et développement, parce qu'on a trouvé des alliés au sein de la machine. Mais est-ce que ça a du sens de faire ça, de le faire de façon isolée? Qu'est-ce que ça produit comme quantité de nourriture? Qu'est-ce que ça produit comme sens? Donc cette question-là, on se la pose effectivement. Et en même temps, mais ça fait sens si ça se reproduit à plusieurs endroits de villes extrêmement denses. Si on fait, comme un certain nombre de camarades du réseau Cocagne et qui sont intéressés aussi à l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, appellent des archipels, c'est-à-dire qu'il y a des différents endroits qui sont comme ça abandonnés dans les villes, à partir desquels on peut refaire des endroits où on se reconnecte à la production agricole. Je dis ça parce qu'on a fait du blé sur à peu près 400 mètres carrés. Et donc du blé, ça s'appelle du blanc des Flandres, ça s'appelle ce blé ancien, à partir duquel on va bientôt faire du pain en pétrissant à la main, machin. C'est anecdotique, mais la question c'est à quelles conditions ça ne devient pas anecdotique. Et puis pour nous surtout, c'est ce qu'on a construit, c'est ça peut être l'espèce de pilier d'un pont qui est une reconnexion avec les paysans qui sont autour et qui ont envie, parce que quand on va rencontrer, on a des copains paysans, ils sont pris dans des logiques industrielles eux aussi, qui fait qu'on croit qu'à la campagne on se parle, on coopère, etc. Ils sont dans une logique, dans une certaine solitude aussi,
et comment on recrée des points entre les Hauts-de-France, c'est exactement, je pense, comme la Normandie, peut-être en pire, dans la logique filière longue, système extrêmement industriel, où les gens qui vivent dans les Hauts-de-France ne mangent pas ce qui est cultivé dans les Hauts-de-France. Ça transite par 2 ou 3 espaces de transformation dans le monde. Donc, on conçoit ça comme ça. Mais là, alors je ne sais pas si ça fera transition ou hors sujet, mais là où on bute aujourd'hui, c'est que pour continuer ce parcours itératif de tiens, il y a un endroit qui ne sert plus à rien, tiens, on va y faire de l'agriculture, tiens, on va y faire du jardinage, puis de la production, et ça nous ouvre tout un tas de questions et tout un tas de choses. Il faut qu'on trouve des alliés, à la fois techniciens, mais à la fois aussi élus, pour que nos petites initiatives, elles se transforment en changement de modèle, quoi. Et aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, c'est pas acquis, ça. C'est-à-dire que l'expérimentation, c'est très sympa, mais quand même, enfin, je vais résumer ce que nous a dit l'autre jour le vice-président de la métropole européenne de Lille en charge de l'alimentation et de la biodiversité. Mais quand même, vous savez, il y a des enjeux de logement dans la métropole. Hein. Donc, bon, c'est sympa votre affaire, des enfants sont venus, là, des écoles, regardez comment on fabriquait de la terre, du terreau, des petites bêtes, mais il va peut-être falloir quand même... Donc je ne peux pas vous garantir que votre expérience peut durer. Ce qui, évidemment, nous, dans un développement, si on dit qu'on se reconnecte avec d'autres, avec des paysans, avec des jardins de cocagne, etc., pour amener de la nourriture autour de ce totem, de cette espèce de chose, de ce démonstrateur, ce qui nous pose problème, on ne sait pas où aller. Donc comment, finalement, j'allais dire... C'est la question de la transition et à un moment donné, il faut bien acter que ça a changé et qu'il faut sortir d'un modèle. C'est-à-dire que, est-ce qu'on continue de dire que tous les espaces de la ville doivent être retransformés en logements et réartificialisés, ou est-ce qu'on bouge là-dessus? Mais ça, c'est pas acquis, et aujourd'hui, pour continuer d'écrire le projet, c'est un point dur sur lequel on est. Là, tu proposes d'introduire la deuxième question, et je saisis la balle au bon, Pierre, en effet, et on voit là, tu évoques un rendez-vous qui est la question de la relation avec les collectivités locales dans ce type de projet. C'est sûrement un rendez-vous commun un peu à l'ensemble de ces projets. Est-ce que vous identifiez d'autres comme ça, ce que j'appelle des rendez-vous, donc des questions un peu incontournables qui conditionnent le développement de vos projets? C'est quoi les sujets sur lesquels vous êtes sûr que vous devez travailler et qui sont du coup des points de repère utiles pour d'autres dynamiques territoriales? L'enjeu de fond, enfin, c'est un enjeu de transformation culturelle, quoi. C'est qu'en fait, on parle de changement de modèle. Je pense qu'il y a là quelque chose de... On travaillait comment montrer que la méthodologie doit être différente. C'est qu'on ne répond pas aux problèmes qu'a généré un système par les mêmes outils. Et donc là, il y a tout un travail d'acculturation à de nouveaux outils là-dessus. Nous, ça a été une première chose. L'autre chose, c'est les questions de changement de l'organisation du travail. C'est qu'au fait, de porter un modèle d'écosystème coopératif avec de nouveaux liens entre les acteurs, avec de nouveaux modes de commercialisation. C'est comment on vend toujours de l'immatériel en même temps que du matériel, et jamais juste, on vend jamais une carotte. On vend une carotte si on vend quelque chose avec, ou s'il y a autre chose qui s'échange, sinon on refuse de vendre de la carotte. Enfin, donc comment ça influe sur nos organisations du travail. Ça, c'est vraiment en interne des choses très profondes qui changent. Et il y a la question de l'évaluation qui va avec. Et puis le point dur, c'est comment on crée les conditions du soutien mutuel et individuel des personnes là au milieu aussi. Hein. Et que l'organisation soit soutenante, parce que c'est très déstabilisant d'être dans des modèles qui évoluent, qui changent. Et donc il y a des gens très très motivés et engagés qui font partie de nos structures. Mais comment on soutient ça, et comment on crée de la santé, pas de la fatigue? Tu peux aller un peu plus loin, où les deux collègues aussi évoquaient, faire le lien avec ce qu'ils constatent comme évolution nécessaire de l'organisation du travail pour soutenir cette dynamique. Moi, j'ai un exemple concret. Peut-être on avait un chef de culture qui est parti là en fin septembre, et puis donc on a 10 hectares de maraîchage sur 2 sites de maraîchage bio. Donc il faut des compétences quand même assez affirmées pour pouvoir tenir cette production, quoi. C'est 300 000 euros de légumes qui sortent de
de ces cultures-là, avec une petite quarantaine de salariés. Et donc on a lancé un recrutement et en fait on n'arrivait pas à se décider, quoi. On a eu des gens très bien, quoi, mais en fait on se dit mais ouais bon, techniquement il est bien, mais il manque quelque chose et tout ça. Et on s'est rendu compte que c'était pas un chef de culture qu'on cherchait, c'était quelqu'un capable d'organiser une production dans un contexte de développement et de projet politique de l'association sur un territoire, sur les enjeux de bien vivre alimentaire, sur les enjeux de lien, de valorisation. Et en fait, c'était pas un chef de culture qu'il nous fallait, c'était autre chose. Et au fait, ce qu'on a compris, c'est que c'était pas une réponse technique qu'on devait apporter, mais une réponse politique. Il fallait politiser. En fait, nos structures fonctionnent et puis font aussi que les gens ne s'épuisent pas parce que chacun à son échelon est engagé dans une démarche de prendre en charge le projet politique global de l'association. Et c'est pas quelqu'un qui est embauché pour avoir un poste. Lui, tu me dois me produire 300 000 euros de légumes, point barre. Et si tu les fais, c'est bien. Si tu les fais, si tu les fais pas, on va te taper sur les doigts. Mais non, ça change l'organisation du travail et l'implication et donc les systèmes de valorisation, de reconnaissance des personnes. Donc finalement, on a décidé de ne pas embaucher de chef de culture. Et à la place, on s'est dit, tiens, les directeurs adjoints, ils peuvent porter telle partie de ce travail et ce sera plus pertinent parce qu'ils ont tous les enjeux politiques au niveau de ces enjeux partenariaux, au niveau des commandes fournisseurs, parce qu'il y a et puis des enjeux de fond, de transition, comment on gère la question de la tourbe dans notre terreau, sachant que c'est une ressource qui s'épuise et qu'à un moment, il faut limiter, même en maraîchage bio, il y a des choses qu'on fait pas bien, quoi. Et donc, comment on accompagne ça? Si quelqu'un n'a pas la conscience des enjeux qui sont derrière, il ne peut pas les porter. Donc les directeurs adjoints ont pris une partie du poste. Il y a des encadrants qui avaient envie de monter, et des gens qui avaient une vraie joie d'être là, une envie de faire, mais pas les compétences. Et en fait, on les a fait monter d'une marche, on leur a donné une part, et puis on s'est réparti les choses. Et alors la complexité, c'est qu'on a dû mettre en place une structuration en fait, d'espace, de rencontres où on traitait les enjeux ensemble. Parce qu'on ne peut pas traiter les enjeux de commande du terreau sans traiter les enjeux de moi j'ai vu que ça poussait bien là puis ça poussait pas bien là, ou tel type va bien, tel type de graines ou je ne sais quoi. Et donc ça peut pas se déparier des enjeux techniques et puis ça peut pas se déparier des enjeux stratégiques globaux que moi je porte aussi au niveau de l'association. Et donc finalement on a tous les 15 jours on a un moment de rencontre, c'est une organisation réflexive où on a structuré au fait des étapes au fait de ce moment-là pour pouvoir traiter ces enjeux-là, et puis en gardant toujours un temps aussi où on se retrouve sans sujet, sans ordre du jour, voilà, pour que les choses, le réel du travail ressorte, quoi, et soit exprimé, et qu'on puisse le prendre en charge ensemble, quoi. Vous avez des choses à rajouter là-dessus? Ouais, moi je parlerais d'être très vigilant, et c'est ce qu'on a réussi à faire en installant un équilibre intérieur et un équilibre extérieur. Donc équilibre intérieur, une équipe... Donc dans une association d'intérêt général avec 7 salariés, vous avez un enjeu sur le fonctionnement de l'équipe. Donc là, en effet, réussir à se fixer des objectifs qui sont atteignables, travailler ensemble, l'écoute active, l'entraide. On a vraiment sélectionné aussi, recruté des éléments qui pouvaient... qui cherchaient ça en fait, qui allaient vraiment être dans une logique de travail interactive. Ça crée une dynamique intérieure qui est intéressante avec les salariés. Ensuite, on a l'équilibre bénévole-salarié qui est très important aussi. Donc, dans l'association, on a à peu près 50 membres actifs qui interagissent sur des sujets complexes qui pourraient être des sujets traités par des chefs de projet ou des salariés. Donc ça, on essaie aussi de l'équilibrer. Donc ça, c'est une tambouille permanente, hein, parce que c'est de l'humain et que tout ça, ça change en fonction des humeurs de chacun, du moment de l'année. Et puis l'équilibre extérieur, c'est vraiment s'installer dans un réseau national. Donc nous, notre réseau national, c'est le réseau Semences Paysannes France qui nous a énormément apporté, notamment via des associations basées en Franche-Comté, comme Graines de Noé, ou bien dans le Nord, comme Initiative Paysanne, dont doivent être membres certains paysans dont tu parles. Donc entraide sur les savoirs et savoir-faire, entraide sur les semences aussi, récupérer des variétés. Le blanc de Flandre qui a été évoqué ici, on le détient et il vient du Nord. Donc on se repasse comme ça des petits secrets, des cadeaux, des trésors. Ensuite, sur le plan régional, le plan local et régional, donc régional, des interactions avec des partenaires qui comprennent de quoi on parle. Là, je vais citer les parcs régionaux, naturels régionaux,
Je vais citer évidemment des Comcom et des collectivités animées par des élus et des agents qui comprennent et qui défendent la même chose que ce que nous on essaye de faire. Forcément, les interactions sont là. Et sur le plan local, très important, tisser des liens avec tous les membres, toutes les autres associations qui vont interagir sur des questions qui sont connexes. Je vais parler par exemple du foncier. On a un gros problème en France de destruction du foncier. Une association qui travaille sur une agriculture alternative va se rapprocher de ce type d'association et on va, nous, par exemple, leur donner des éléments de langage, une analyse technique, vraiment apporter notre soutien avec ce qu'on sait faire pour qu'à plusieurs, on arrive à définir des arguments qui vont être assez convaincants parce qu'issus du terrain. Donc ça, ce seraient les éléments d'équilibre que je rappellerai et que je pense on a bien réussi à mettre en place et qui font aujourd'hui qu'on est en bonne santé. Okay. Pierre, cette question du travail. Alors, du travail et de la façon dont on reconnaît et dont on paye le travail. Donc nous, on est dans une phase projet là où on a conclu un marché de recherche et développement, comme je vous le disais, avec la métropole européenne de Lille, qui nous permet de salarier 4 personnes, plus des apprentis, plus des stagiaires, pour bosser sur comment on reconstitue un sol et comment on installe une ferme urbaine qui en auto-récolte. Donc c'est une première façon d'attraper la question du travail des maraîchers et de leurs conditions de rémunération. Mais effectivement, là, ce marché il se termine fin 2024 et il faut qu'on réfléchisse à c'est quoi le modèle économique de la suite. Modèle économique, j'entends, c'est comment on arrive à mettre en face de la valeur qu'on crée, qu'on arrive à mettre des éléments, de la faire reconnaître. Alors, qui peut être une contribution au travail. Je parlais de maraîchage en autorécolte, c'est-à-dire qu'il y a un maraîcher qui cultive et ceux qui sont abonnés pour avoir le droit de venir ramasser viennent ramasser et ce faisant, à peu près 40% du travail d'un maraîcher est pris en charge, ramasser, laver, commercialiser. Tout ça, si j'ai des abonnés qui le font, je l'évacue et donc peut-être que pour payer correctement un maraîcher, c'est-à-dire pas 900 € pour 70 heures de travail mensuel, mais mieux, avec possibilité de vacances, de week-end, etc. Voilà, c'est une première chose. Après c'est comment... c'est la question que je me pose vraiment en ce moment, c'est qu'est-ce que ça fabrique une ferme urbaine? Qu'est-ce que ça produit comme richesse? Est-ce que ça contribue à la transition? Et j'ai de plus en plus de mal, à vrai dire, à employer ce mot, parce que derrière transition, il y a l'idée que ça va se passer... qu'on va gérer, quoi. Voilà, avec de façon managériale, de façon un peu experte, ça va être smooth, on va faire des étapes, un plan, machin. Bon, je crois, plus j'avance, moins j'y crois. Donc, en tout cas, qu'est-ce que ça produit dans ce changement de modèle? Et cette adaptation à ce qui nous arrive, au fond, cette irruption, ce que Isabelle Stenger s'appelle l'irruption de Gaïa, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir le choix des inondations, des problèmes, etc. L'accumulation de gaz carbonique de l'atmosphère va produire un certain nombre de ruptures. Donc, est-ce que ce qu'on propose là, ça permet d'ouvrir les imaginaires, de faire redescendre chacun, de faire atterrir chacun vers je mange tous les jours en allant au supermarché? Ça ne va pas être si acquis. Donc, s'alimenter, ça va redemander un effort, redemander du temps, redemander de la valeur. Dans les années 50, on dépense, 40% de son revenu en France pour manger. Aujourd'hui, c'est 10%, suivant les classes sociales. Alors, ça remonte en ce moment avec l'inflation, mais voilà. Donc, est-ce que ce qu'on fabrique là, ça permet d'avancer vers ça? Je ne dis pas que ça va le rendre plus agréable, mais en tout cas, est-ce que ça contribue à ces évolutions-là, et y compris à recomposer des écosystèmes coopératifs territorialisés, un peu larges, avec des paysans autour, avec des gens qui fabriquent, qui produisent de la nourriture, pas seulement nous, notre maraîcher démonstrateur, mais évidemment autour, dans le Nord. Et si c'est le cas, si ça contribue à cette adaptation-là, cette adaptation à la réalité qui nous arrive, alors quelle valeur ça a? Parce que c'est vrai que avant de faire ça, moi je fais partie d'un truc qui s'appelle la coopérative Baraka, où on a dit on va faire des choses, et qui a beaucoup reposé quand même sur l'engagement des gens, et en particulier l'engagement bénévole. Et là on arrive sur la question de l'épuisement au travail. Alors c'est bien de partager un projet politique, mais en même temps tout travail mérite salaire, et quand
quand ça devient trop tendu et qu'on tire, on prend du temps, on prend de l'épuisement, et au prétexte de l'engagement politique, ça ne peut pas tenir très 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 longtemps. Donc la question que je me pose et que je pose un peu, et qui je pense relève de l'investissement public, c'est comme si on juge que des initiatives telles que nous en portons d'une façon ou d'une autre, elles sont plus ou moins urbaines, plus ou moins, etc., elles ont un intérêt. Comment on appuie leur modèle économique et comment on assure leur pérennité et que ça ne repose pas seulement sur de l'engagement de l'engagement politique et bénévole ou la poursuite de visées politiques, mais face à comme salarié, mais face à de telles difficultés, contradictions, etc., qu'on bute sans arrêt et d'une façon ou d'une autre, on s'épuise aussi. Okay, merci à tous les trois. Ce que je vous propose maintenant, c'est de vous donner aussi la parole à vous, la salle, pour que vous puissiez réagir, poser des questions et apporter aussi peut-être les éléments que vous repérez, vous, comme ces points de repère, ces jalons qu'on essaye d'identifier ensemble dans le cadre de cette table. Je ne sais pas qui... c'est toi, Madame Loyal, qui fait passer le micro. Vas-y, Élodie. Bonjour, Élodie Guyot, Terre EFC Occitanie. J'ai une question pour Timothée. Je t'entendais tout à l'heure parler de comment est-ce que cette industrie agroalimentaire, enfin agricole aujourd'hui, détruisait et cassait des gens. Et tu parlais du fait que, au niveau de la structure, vous travaillez autour de la question de comment agir en amont, parce que tu as dit, on en a marre de récupérer ces gens cassés. Et je voulais savoir si tu pouvais nous en parler un petit peu plus de ce travail que vous menez en amont. Bonjour, merci beaucoup pour ces témoignages, c'était très enrichissant. Je vais essayer d'aboutir à une question, parce que c'est plutôt une remarque, c'est par rapport à la réflexion sur le logement et l'agriculture, donc, qui sont effectivement deux besoins prédominants. Moi, ça m'a fait penser surtout à la vacation, qui est quand même un sujet. Je veux dire, il y a des bâtiments qui sont vides ou des résidences secondaires, enfin, en fait des logements. Il en existe et c'est pas forcément un besoin de toujours en construire plus. Et à la rigueur, pour aboutir à une question, est-ce que les élus que vous rencontrez ont conscience de ce sujet-là ? Et si on pouvait aller encore un peu plus loin dans la réflexion, même si c'est un sujet qui est hautement tabou, en fait, ça fait poser un peu la question de la propriété privée, qui est en fait une sorte de droit sacro-saint depuis des siècles et des siècles. Mais avec l'évolution de l'humanité et de la démographie, est-ce que c'est encore pertinent aujourd'hui ? Voilà, merci beaucoup. Oui, je peux me présenter en passant. Aurel Tesson, je suis chef de projet de développement territorial à la communauté de communes du Pays de Falaise. Eliott Desmaux, chargé de mission à l'intercommunalité d'Argentan sur la question de résilience territoriale. Moi, je me posais la question si vous avez eu des échos sur des défiances d'une partie du monde agricole, et si c'est le cas, comment vous avez réussi à les dépasser, et si à l'inverse vous n'avez pas eu affaire à ça, comment les anticiper pour aussi faciliter l'engagement des élus et les rassurer sur ces questions-là. Merci. Nathalie Rivelaine, Terre de FC Océan Indien. Une question sur le temps que vous avez pu passer au niveau, votre cœur de métier est l'agriculture, au niveau des financements, des demandes de financement, en sachant que c'est une problématique visiblement d'État. Donc, je pense qu'il y a des politiques dans la salle. Donc, par rapport à votre cœur de métier pur, quel est le volume d'énergie et de temps que vous avez passé sur le financement ? Alors moi, il y a plein de questions pour vous sur l'agriculture, sur le rapport avec le modèle dominant, etc. Non, moi je répondrais peut-être juste sur la question du logement, de la concurrence entre logement, agriculture, etc. Ce qu'on essaye de fabriquer, ça relève effectivement d'un espace, d'un commun, mis à disposition de la ville, enfin dans un espace très urbain, et de sortir de la logique de propriété individuelle ou de propriété tout court. Enfin, il y en a une, mais voilà. Et je pense que sur le logement, effectivement, il faut qu'on arrive aussi à bouger dans ces choses-là et à considérer le logement comme un commun, enfin, avec différentes formes d'innovation
community land trust, communauté, coopérative d'habitat, etc., qui dessert la question du coût du logement et de l'accès au foncier et de la construction. Voilà. Mais c'est un chemin. Et est-ce que, je sais pas, je crois qu'il y avait une question. Est-ce que les élus avec lesquels vous discutez sont sensibles à ça? Alors en tout cas moi, celui avec qui j'ai eu l'occasion de discuter récemment, non. Ça va aller, ça va aller. Sur la question du changement de modèle et sur la question aussi du rapport au monde agricole, nous, ce qu'on fait, c'est la technique du sachet de thé. C'est-à-dire qu'en fait, un tiers-lieu agricole, là aujourd'hui, on a 4 lieux sur notre territoire, et moi, je pense qu'il en faudrait 15. Et en fait, on se pose à un endroit. Alors, on ne s'est jamais posé en donneur de leçons par rapport au monde agricole conventionnel. On n'a jamais été sur le terrain d'opposition des modèles, de critique, tout ça. On accueille tout le monde et on travaille avec tout le monde. C'est une posture. Et donc, au fait, on est à un endroit et on infuse par l'action. Et surtout, on ne défend pas une idéologie. On est en fait dans une... il y a deux choses. Il y a la posture et il y a le changement de méthode, je pense. Donc il y a la posture qui n'est pas idéologique, qui est au fait, on agit et notre pensée suit le mouvement de la main. C'est-à-dire qu'en fait, on ne devance pas la conceptualisation des choses de l'acte qu'on fait au quotidien. Matériel, immatériel. Mais ça, c'est important. C'est pas une posture idéologique. Moi, pendant des années, à chaque fois, j'étais en réunion un peu publique, agricole, sur le territoire, quelqu'un se levait et détruisait le bio, quoi, mais avec un discours standardisé contre le bio, avec tous les arguments les moins honnêtes qu'on connaisse, voilà. Et j'ai jamais répondu, au fait. Voilà. Mais juste une présence, on agit, on fait. Ça, c'est la première chose. Et donc, une petite anecdote sur le rapport au monde agricole. On avait un camion, un semi-remorque de paille, de ballots de paille à décharger dans un endroit au milieu de la plaine où on ne pouvait pas amener de matériel. Et puis j'appelle un agriculteur qu'on connaît bien et je lui dis tu connaisserais pas quelqu'un qui peut nous aider à décharger la paille? Et donc il me dit t'inquiète, je regarde. Il m'envoie le coordonnées d'un gars. Et donc le gars arrive de la ferme à côté, donc ça c'est milieu de la Beauce, hein, c'est vraiment une culture qui nous appartient pas. Et le gars il vient avec son outil, il décharge le camion de paille, et puis je lui donne ma carte et je lui dis vous m'enverrez la facture à cette adresse. Il me regarde et me dit pourquoi? Donc je lui dis là vous avez bossé, quoi. Faut envoyer une facture, quoi. Puis en agriculture on se rend des services et puis c'est un peu conventionné. Enfin il y a des taux pour dire ce qu'on doit à l'autre, quoi. Et au fait là il me dit que c'était l'oncle d'une salariée qu'on a eu à la roseraie de Moraille il y a 3 ou 4 ans et qui était quelqu'un en situation de handicap, en rupture complète dans son parcours, quelqu'un de brillant qui avait été horlogère en Suisse et qui avait des tremblements internes et qui n'arrivait pas à s'en sortir, quoi. Elle est restée 3 ans avec nous et elle a trouvé un CDI et là elle bosse dans une boîte et ça se passe hyper bien. Et il me raconte cette histoire-là, quoi. Et au fait, on y arrive parce qu'on n'est pas juste des maraîchers bio qui voulons taper sur le reste du système, c'est qu'on est maraîchers bio, on fait du social, on fait du tourisme à travers nos lieux de patrimoine, et donc au fait on brouille les pistes, donc personne ne peut nous attaquer de front. Voilà. Donc le rapport au monde agricole, il reste apaisé, même s'il y a des vraies différences de conviction, parce qu'on est aussi une posture un peu différente. Et puis dans la méthodologie, je crois que la méthodologie de l'EFC, de l'engagement commun, en fait, c'est pas une idéologie qu'on oppose à une autre, hein. C'est un référentiel sur lequel on s'appuie, qui est évolutif, qui bouge et qui est au fait un renforcement de ce qu'on fait. Mais on n'est pas dans une posture à aller essayer de changer en disant c'est de la merde que vous faites, faut faire de l'EFC à la place. Non, c'est un truc qui englobe, qui accueille, quoi, et qui intègre les gens sur des logiques de trajectoire. Aujourd'hui, je fais un peu. Peut-être demain je ferai un peu plus. Si tu fais un peu, c'est super, on est ensemble. Donc c'est une forme d'accueil, il y a une disponibilité au monde, quoi. Qui, pour moi, la définition de la civilisation, c'est la disponibilité, cette question à l'autre, quoi. Je crois, Timothée, qu'en fait, vous brouillez pas les pistes. Au contraire, vous éclairez les liens entre les questions. Vous décloisonnez les questions et l'enjeu de la multifonctionnalité, pour utiliser ce gros mot, et là s'incarne à travers ce que tu viens de dire et montre comment ça fait aussi bouger
la nature des relations avec les habitants. Et ça crée de la visibilité sur les liens entre les questions et les différentes questions que vous traitez. En fait, ça décloisonne les enjeux. Il y avait une question aussi sur le temps de recherche, de financement. On n'a pas... À la fois, les questions d'argent sont très présentes dans la succession de vos témoignages. On n'a pas beaucoup parlé de cette question de comment ça se finance, tout ça. Vous voulez en dire un mot ? Moi, ce que je peux témoigner d'un certain travail pour définir les contours du projet tout en avançant. Je pense qu'on a réussi à trouver des financements plutôt de manière facile parce qu'on savait raconter notre projet. On savait aussi qu'aujourd'hui, un certain nombre de collectivités sont en demande de projets innovants. Donc on a toujours essayé de questionner la pertinence de nos actions, dans quelle mesure elles allaient vraiment réussir tout en étant innovantes. On parlait aussi de la question des conflits avec l'agriculture. Je pense que nous, ce qu'on a mis en place, c'est l'idée de rappeler quand même, de faire de la pédagogie. Donc moi, ma volonté n'est pas du tout de tirer ou d'être négatif vis-à-vis de pratiques qui sont en cours. Je sais que, et j'ai déjà tenu ces propos-là à la présidente de la Chambre d'agriculture de Seine-Maritime, je ne mélange pas les gens et les forces qui utilisent ces gens. Aujourd'hui, vous avez malheureusement des forces qui ne souhaitent pas que ça change et qui considèrent tout à fait normal que l'intérêt général et l'argent public viennent payer les externalités négatives et garantir leur prix bas. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est de démontrer en effet par les actions qu'on peut faire autre chose, qu'on peut faire autrement, quoi. Ça, c'est déjà plus compliqué juste que de critiquer. Mais ça donne aussi du positif, de l'espoir, du concret. Quand vous mangez du pain, je pense à des citoyens qu'on voyait tout à l'heure en photo, des citoyens qui ont semé, qui ont échangé avec des agriculteurs pour comprendre l'agriculture, qui ont moissonné à la main au mois d'août sous 35 degrés. Quand ils mangent ce pain issu de ce travail, le pain n'a pas le même goût. Et je pense que là, on commence aussi à mettre le doute. Je n'ai pas d'échange pour garantir ça, mais je pense que chez les agriculteurs qui aujourd'hui alimentent en matière première l'agro-industrie, donc ils ne produisent pas des aliments, ils produisent de la matière première, il y a quand même un souci au fond d'eux, c'est que normalement l'agriculteur produit de la nourriture et parle aux gens qu'il nourrit. Et c'est vrai que nos adhérents, qui sont souvent des agriculteurs bio, des boulangers qui cherchent à s'émanciper du système de la boulangerie semi-industrielle, donc artisanale, mais en fait industrielle, ça mériterait d'être développé, je ne vais pas pouvoir, mais en tout cas, ce sont des gens qui veulent produire de la qualité et qui veulent avoir affaire localement à leurs clients et avoir cette satisfaction de nourrir. Donc voilà, on évite les conflits aussi en faisant les choses pour leur essence et finalement en retrouvant une posture qui est digne et qui, même si elle est attaquée, je pense qu'elle n'a même pas besoin de se défendre. Une autre série de questions ou de remarques ? Oui, bonjour. Catherine Mechcour-Di-Maria, je suis la secrétaire générale du réseau national des ressourceries et recycleries. Je voulais vous faire un feedback parce que je trouve vos interventions hyper inspirantes et nourrissantes. Et que surtout, il y a une articulation extrêmement forte entre l'agir et la réflexion. Je trouve que c'est ça qui transparaît tout ce que vous dites et c'est vraiment très inspirant. Je voulais réagir sur la question des moyens. C'est quand même un sujet majeur d'avoir aujourd'hui une pénurie de moyens pour les initiatives citoyennes ou de la transition. Nous, on se bat là-dessus, puisqu'on a des acteurs sur tout le territoire qui luttent pour leur modèle économique alors qu'ils travaillent localement à la question de l'intérêt général et de la transition. Donc c'est quand même un vrai problème de fond, enfin, qui est un peu scandaleux quand même. Je tiens à le poser là parce que il y a un épuisement général des acteurs de l'intérêt général qui essayent de faire beaucoup avec pas grand-chose. Alors du coup, j'ai une question pour vous, parce que quand on entend ça, on dit on voudrait mettre ça à l'échelle massivement. Si vous aviez le ministre de l'Agriculture, parce qu'on parle de l'État aussi quand même, dans la salle, et que vous pouviez proposer une ou deux décisions qui permettraient une bascule finalement du beau comté de ceux qui sont agricoles, ça serait quoi la décision ou les deux décisions systémiques qu'on pourrait prendre au niveau de l'État, au niveau national, pour faire basculer les choses du bon côté? Alors on peut peut-être pas répondre à ma question, mais j'aimerais bien, si vous avez des idées, de les entendre. Merci.
Bonjour, donc moi je suis Thomas Busuttil, je suis consultant. J'avais une question peut-être pour Timothée et peut-être un peu Simon aussi. Quand vous avez raconté, je reviens sur le côté du revenu des agriculteurs, c'est à peine 1 000 euros. On a déjà je pense, du mal à vivre avec 1 000 euros. Et donc dans la question, je disais, est-ce que vous avez creusé un peu comment on peut améliorer ce revenu, notamment si je reprends C'est qui le patron, on a bien vu qu'il y avait cet angle social du revenu, qu'il y avait un problème d'intermédiation. Donc c'est comment j'arrive à dézinguer les intermédiations qui à chaque fois se sucrent sur évidemment le dos des agriculteurs. Ça c'était le premier point. Et l'autre chose, quand je vous écoute, je me trompe peut-être, mais j'ai le sentiment que vous n'avez peut-être pas justement utilisé complètement toutes les ressources de l'EFC pour réfléchir à tous les services que vous pouvez développer par rapport à vos actifs matériels et immatériels. Et je pense que Simon, dans ce que vous racontez sur le pain, et comment vous amenez les gens à comprendre ce que c'est que le pain, ça a de la valeur, je pense, y compris de la valeur économique. Alors après, si on veut la rendre accessible, il faut que ce ne soit pas trop cher. Mais je pense qu'on peut vendre ce savoir-faire. Est-ce que vous avez creusé un peu tout ça sur comment vous pouvez additionner ou rajouter des éléments serviciels qui vous permettent d'augmenter le revenu global des agriculteurs? Oui, Madame Moussard, à la communauté urbaine du Havre. Ma question est justement par rapport à ces opportunités de faire financer ces nouveaux services. Ma question porte sur le public, c'est-à-dire est-ce que, et je parle aussi un peu en expérience de cause, est-ce qu'on n'a pas intérêt à aller chercher les entreprises qui ont une responsabilité sociale et territoriale qui se développe de plus en plus et qui s'intéressent à ces sujets de l'alimentation et de l'environnement pour plein de bonnes raisons et qui sont susceptibles de financer ces services que vous mettez en œuvre, quels qu'ils soient. Voilà. Et du coup, c'est une ressource financière, à mon avis, possible pour venir compléter les revenus. Bonjour, William du Brésil. Une question à Timothée. Pour moi, ça me paraît un vrai défi de faire une organisation réflexive, cette démarche, avec une entreprise, si j'ai bien compris, que c'est d'insertion, où les gens sont temporaires dans le cadre de l'entreprise et qui pas nécessairement ils sont portés de projets que l'association elle porte. Si vous pouvez parler un peu sur ça. Merci. Qui veut démarrer ? Moi, je vais faire très vite sur la question de qui paye les effets utiles. En ville, ou là où vous êtes, on a parlé plein de choses, voilà. Bien sûr, mais qui paye le fait qu'on fabrique un îlot de fraîcheur ? C'est un effet utile qu'on pourrait objectiver, mais vers qui je me tourne aujourd'hui pour dire il faut payer. L'élu vice-président auquel je parle, je lui explique les maladies chroniques, la mise en mouvement des gens, les paniers qu'on distribue, les cuisines de rue, les opérations qu'on fait, les mômes qu'on voit, et cette dynamique qu'on veut continuer et arriver à être un modèle économique qui tient la route, c'est-à-dire les gens s'abonnent, ceux qui peuvent payer plein pot parce qu'ils gagnent assez payent plein pot, et puis pour les autres, on va baisser cet abonnement, mais il faut trouver les moyens de le baisser, cet abonnement. Donc si on dit qu'on met les gens en mouvement vers du bien-vivre alimentaire, c'est pas en 5 ans qu'on va avoir des indicateurs avec des trucs pour dire c'est sur une génération au fond que les gens vont aller mieux. Donc avec qui je contractualise pour dire pour viabiliser mon modèle économique d'abonnement qui paye mon maraîcher à un tarif correct, mon maraîcher ou mon maraîcher et demi, en attendant la surface, il faut bien que quelqu'un paye ça. Et aujourd'hui, il n'y a personne. Le vice-président, il me dit non, ouais, c'est sympa ça, mais moi je vois pas comment je peux. Franchement, sur une petite surface comme ça, je vois pas comment on peut. Il y a le logement, etc. Et donc, pour dire. La piste là où on est aujourd'hui à propos d'entreprise, il y a une directive européenne qui s'appelle CSRD qui est en train de sortir sur le reporting, comme on dit, de la durabilité des entreprises, qui les amène à objectiver, leurs externalités négatives et leurs externalités positives, on va dire ça comme ça. Peut-être que là, on a une piste de financement possible pour aller chercher les entreprises, parce qu'aujourd'hui, dire, tant qu'il n'y a pas une obligation légale de cet ordre-là, pour dire vous êtes obligé de regarder ce que vous détruisez d'un côté et ce que vous produisez pour faire la balance et compenser. Alors je sais
je sais bien que d'une certaine façon, c'est pas une vraie transformation. Ça continue d'encourager. C'est comme replanter des arbres, quoi. Ça continue d'encourager un système qui est négatif globalement, mais qui compense. Mais à l'heure d'aujourd'hui, dans une logique de tactique et de continuer nos aventures, moi, il me semble que c'est une piste que j'ai envie de suivre pour aller chercher des gens qui, objectivement, du côté privé, mais du côté public, là, il y a un problème de conviction à avoir pour arriver à faire tenir des modèles économiques sur ce que nous essayons de fabriquer. La question sur l'agriculture, je suis ministre de l'Agriculture, qu'est-ce que je fais ? J'ai 2 minutes. Je remets de la démocratie dans les institutions qui décident. Je remets de la parité. Voilà, je laisse pas toujours les mêmes décider. Je crois que ce serait déjà ensuite beaucoup plus facile sur plein de sujets. Pour changer les règles en fait et changer le modèle, même si je suis bien conscient qu'à cette échelle c'est compliqué. Je crois que la première chose ce serait d'essayer de demander un peu des avis plus ouverts. Il y avait une autre question sur les valeurs immatérielles. On le fait déjà au niveau de l'association. L'association, elle regroupe ses adhérents, mais elle a une équipe à faire vivre. Donc l'association, pour ses salariés, produit des prestations qui, en effet, sont notamment bien souvent du transfert de connaissances. On va prendre un exemple. Là, on est en train de déployer sur l'abbaye de Saint-Martin-de-Beaucherville, qui est une des grandes abbayes de la vallée de Seine, des céréales dites anciennes, mais on va former toute l'équipe pédagogique sur la transmission pour le public. C'est un lieu qui accueille 50 000 personnes chaque année. Qui réunit des animateurs et des jardiniers. On va former à la fois les jardiniers, à la fois les animateurs pour parler de tout ça. Ça ne va pas amener de l'argent pour nos adhérents agriculteurs. C'est en fait un autre problème qui est propre à leur système financier, à leur structure financière. Ils ont une entreprise à faire tourner et ils sont pris dans un marché en fait. Et aujourd'hui, on voit qu'en plus le bio est soumis à des problématiques de fond, alors que c'est plutôt la solution dans tous nos problèmes. Moi, ce que je vois, c'est probablement d'accepter que le prix d'un yaourt à l'avenir, c'est 1 € le yaourt en fait. Et que s'il y a un rayon aussi grand en supermarché, c'est plutôt une anomalie qui vient d'un approvisionnement en énergie fossile bon marché et qui va s'arrêter, qui doit s'arrêter, je ne sais pas si on va y arriver, mais qui va s'arrêter, se réduire puis s'arrêter, et que de toute façon, si on reprend les habitudes sociales des gens, la manière dont ils vivaient à une époque où il y avait beaucoup moins d'énergie fossile de disponible, c'est clair que mangeaient pas 3 yaourts par jour, et c'était pas 20 centimes le prix du yaourt. Donc si déjà on allait sur des choses plus réalistes comme ça, je pense que ceux qui produisent moins de lait, mais de meilleure qualité, et qui vont même jusqu'à faire des yaourts, arriveraient à beaucoup mieux gagner leur vie. Donc c'est un réajustement, moi à mon avis, qui est impossible à l'heure actuelle, mais qui va se faire de force, tout simplement parce que l'énergie fossile n'est pas renouvelable et est en train de se tarir. Timothée, tu veux le mot de la fin ? Ouais, moi je relierais la question du ministre avec la question de l'organisation réflexive. Alors comment ? Je crois que le ministre il peut faire des choses, mais il n'est pas concerné. Son boulot, c'est en fait, je pense que son boulot, c'est d'éviter d'éviter les nuisances, simplement, pas de construire. C'est que déjà, parce qu'on essaye de construire des systèmes basés sur la pulsation du vivant. C'est le modèle économique, le modèle de coopération avec les acteurs sur le territoire, la manière dont on organise ça, c'est quelque chose qui sont basés vraiment sur cette pulsation, quoi, cette dynamique, cette vie constante. C'est pas quelqu'un qui va nous l'influer de quelque part. En fait, elle est là. Au fond, c'est des projets d'émancipation personnelle, d'émancipation collective d'un groupe et d'émancipation territoriale sur les questions de résilience, de fertilité, de résilience face aux pénuries, le contrôle des semences, de la diversité, tout ça. Donc, ce qu'il peut faire, lui, c'est ne pas nuire déjà à la terre. Je pense qu'il y a des questions légales sur l'interdiction d'un certain nombre de produits qui font qu'aujourd'hui, 40% des terres arables à l'échelle du monde sont en situation d'épuisement. Et ça, c'est pas une petite question.
Et après, la question de l'organisation réflexive, c'est ça, c'est les questions d'émancipation qui sont derrière. Donc comment on y arrive avec des gens qui sont en parcours d'insertion, qui vont rester qu'une année? Et ben en fait, on est sur des logiques de trajectoire, quoi, et on bricole, quoi. C'est juste que je pense que nos systèmes, enfin nous, ça génère du bon, ça génère aussi du mauvais, et au fait, des fois on se dit, on part sur des grandes idées, on génère de l'épuisement des gens, on veut aider des gens et des fois on les aide mal, on veut faire bien, on leur fait mal, quoi. Enfin, et quand on bouscule des choses, ça produit des effets qui sont jamais forcément ceux qu'on a prévus. Et ben en fait, on reste présent à ça constamment, quoi. Et on adapte, on s'adapte, on répare si on s'est trompé, et puis on leur laisse la place. Il y a cette question de la disponibilité dans le système qu'on développe à ces personnes-là, qui pour nous, dans l'évolution des jardins, tout ce qu'on est aujourd'hui a été construit avec les salariés en insertion qui sont passés. Parce que c'est des gens qui, dans le bois dur de leur parcours, dans les difficultés, ont développé des compétences hors normes, ont développé une beauté qui est là, des beautés de parcours, des capacités de résilience, de rebondir, de créativité, les contours de la société, hein, ces zones qu'on ne regarde pas et qu'on veut parfois endormir pour éviter que ça se réveille et que ça fasse des mouvements de révolte, donc on les endort comme on peut. Ben non, en fait, il faut les regarder, il faut nourrir le lien avec ces gens-là, parce que la créativité de la société est là. Voilà. Si aujourd'hui on a des boutiques de producteurs, c'est à cause de Christine, une de nos salariées en parcours, qui avait proposé ça. Aujourd'hui, si on produit toute une gamme de tisanes et d'aromatiques sur le domaine de Flotin, c'est à cause d'une salariée en parcours qui était aussi fan de ça. Si on a un élevage de poulets, aujourd'hui, de poules pour des œufs, c'est à cause de Amar, qui était chauffeur de taxi, qui est venu et qui a dit « moi j'aimerais faire ça ». Et en fait, il faut être disponible à la proposition et leur faire confiance dans la richesse qu'ils sont capables de développer. La richesse de ces personnes exclues et puis la richesse de tous, des adhérents qui sont là. On est des coordinateurs un peu de possibles, en fait, c'est ça. Voilà. Et on va pas tout changer, mais on va être les ferments d'un changement. Et je pense que c'est ça on a rigolé sur la question du volume là tout à l'heure. Bah oui, si on est un volume de farine de mauvaise qualité, c'est pas trop l'idée. Mais si on est un volume de ferment actif et vivant et qui se nourrit et qui se développe, on n'est pas assez. On peut être 10 fois plus, 20 fois plus. On n'aura pas peur du volume. Voilà. Donc c'est ce qu'on essaye de faire là où on est, à l'endroit où on est. Merci beaucoup, beaucoup à tous les trois. Je pense qu'on vient de finir sur un... Alors, j'ai pas tout à fait terminé. Vous m'avez dit que ça se terminait à 16h et pas à 57. Donc j'ai encore 3 minutes. Juste pour dire qu'il me semble qu'on vient de finir sur un point de repère très important, donc au regard de ce qu'on essayait de faire à travers cet atelier, et puis aussi qu'on peut retrouver un certain nombre de ces repères dans la production de l'atelier Bien vivre alimentaire de l'Institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, vous avez sur la diapo la page de couverture de ce document et puis le lien internet pour retrouver ce document normalement assez facilement. Voilà. Merci à tous et merci surtout à tous les trois. Merci beaucoup Thierry, notre animateur, et à nos 3 témoins. There could be many people standing in our way. Some will help relieve the burden. You feel your body through their leggings, none will help. Another soft touch, another